1939 à 1945. Les gens pensent à la Seconde Guerre mondiale, et une image familière se forme presque instantanément. Ils pensent aux troupes américaines prenant d'assaut Omaha Beach. Ils pensent à la Royal Navy dominant l'Atlantique. Ils pensent aux généraux britanniques, à la puissance de feu américaine et à une guerre gagnée par les voies les plus fortes de l'histoire. Mais il existe un autre pays, un pays qui a combattu depuis les premières années de la guerre jusqu'aux tout derniers jours en Europe, dont le nom s'estompe souvent quelque part entre les notes de bas de page et l'expression « les Alliés, le Canada ». Ce n'est pas une histoire de complot, ni d'effacement volontaire, ni de réunion secrète, ni de plan délibéré visant à supprimer une nation des livres d'histoire. Les accomplissements en temps de guerre ont disparu pour une raison plus silencieuse et beaucoup plus courante. Le mérite a simplement dérivé. Les projecteurs se sont posés sur les plages américaines. Pendant que les titres suivaient les moments décisifs, le Canada se voyait confier le travail qui rendait ces moments possibles. Pendant que l'on écrivait les discours de victoire, le Canada continuait de dégager des ports, d'escorter des convois, de saigner dans la boue, dans les rues et dans les champs inondés. À la fin de la guerre, le Canada avait débarqué le jour J, combattu à travers la Normandie, ouvert le port qui alimentait l'avancée alliée, maintenue en vie, la ligne de survie de l'Atlantique brisée, les défenses allemandes en Italie, libéré une nation entière dans le nord-ouest de l'Europe et payé un prix brutal dans des batailles que l'histoire mentionne rarement. Pourtant, des décennies plus tard, une grande partie du monde se souvient de ces victoires comme britanniques, américaines ou simplement alliées. La visibilité s'est perdue. Et une fois que le mérite sort du récit, une fois que la mémoire se recompose autour du pouvoir des médias et du mythe, il revient rarement de lui-même. Ce documentaire n'est pas une histoire de ressentiment, mais une histoire de reconnaissance. Il s'agit de comprendre comment l'un des plus vastes efforts de guerre alliée de la Seconde Guerre mondiale a lentement disparu de la mémoire populaire, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il s'est battu discrètement avec constance et sous la bannière de quelqu'un d'autre. Pour comprendre comment cela s'est produit, il faut commencer avant que la première péniche de débarquement ne touche le sable, avant que le premier convoi ne traverse l'Atlantique, et comprendre pourquoi le mérite du Canada n'a cessé de disparaître, 1939 à 1943. Le Canada est entré dans la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, non pas comme une colonie, mais comme une nation souveraine qui a choisi la guerre selon ses propres conditions. Le Parlement a voté. La déclaration a été signée. Le Canada était en guerre. Pourtant, dès le début, la guerre du Canada allait être menée dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le Canada ne commandait pas son propre théâtre mondial indépendant et ne contrôlait pas la grande stratégie du conflit. À la place, les forces canadiennes étaient presque toujours intégrées aux structures de commandement britanniques, puis plus tard associées à une puissance américaine en pleine ascension. Sur les cartes, les secteurs canadiens étaient souvent désignés comme britanniques. Dans les rapports, les victoires étaient attribuées à des corps, à des armées ou à des formations alliées plutôt qu'à des nations. Cette réalité structurelle a planté la première graine de la disparition. Le Canada combattait sous commandement britannique, non pas par manque de compétences ou de courage, mais parce que c'était ainsi que fonctionnait l'effort de guerre du Commonwealth. Le prix de la coordination était l'identité. Lorsque les opérations réussissaient, la bannière qui les surplombait portait rarement le nom du Canada. Puis vint le deuxième facteur, la manière dont la guerre a été racontée et non la manière dont elle avait été menée. Après 1942, les États-Unis sont entrés en guerre avec une puissance industrielle sans précédent
et une capacité de narration tout aussi inégalée. Hollywood suivait les soldats américains. Les journalistes suivaient les commandants américains. Les films, les livres et les salles de classe de l'après-guerre ont présenté le conflit à travers des points d'entrée américains et des moments culminants. Le Canada, de son côté, ne disposait pas d'une industrie cinématographique mondiale pour façonner la mémoire collective, ni d'épopées de guerre, ni d'une machine culturelle capable de renforcer son rôle. Le troisième facteur fut peut-être le plus dommageable. Le Canada se voyait souvent confier les tâches les plus difficiles, mais rarement les plus spectaculaires. Il combattait là où les progrès étaient lents, là où le terrain était brutal. L'avancée se payait en attrition, non en spectacle dégagé des ports, tenir des positions, endurer des années, sans une seule bataille décisive. Un combat urbain qui détruisait des compagnies entières sans produire d'images iconiques. Ces victoires ne ressemblaient même pas à des triomphes. Elles ressemblaient à de l'endurance. Et l'endurance devient rarement une légende. Même lorsque le Canada réussissait, il le faisait discrètement. Les dirigeants canadiens réclamèrent rarement la reconnaissance. Il n'y eut aucune campagne d'après-guerre pour récupérer le mérite perdu. Le pays retourna à la vie civile, reconstruisit son économie et laissa le récit se poursuivre sans correction. Lorsque les historiens commencèrent à réévaluer la guerre des décennies plus tard, le récit était déjà figé. Les Britanniques avaient planifié, l'Amérique avait livré, les autres avaient comblé les vides. Le Canada devint une partie de cet espace intermédiaire flou, essentiel présent, mais sans nom. Il ne s'agissait pas d'un vol, au sens criminel du terme, mais de quelque chose de plus subtil. Le mérite s'écoulait naturellement vers le pouvoir, la visibilité et la voix. Et le Canada, malgré son immense contribution, disposait de moins des trois. Le résultat fut un paradoxe historique. Le Canada a combattu dans presque toutes les grandes campagnes alliées occidentales de la guerre. Pourtant, son nom est absent de la manière dont la plupart des gens se souviennent de la victoire. Pour comprendre comment cela s'est joué dans des batailles réelles et non en théorie, il faut aller sur les lieux où le Canada a combattu, saigné et réussi, et où l'histoire a lentement oublié de prononcer son nom. Le 6 juin 1944, l'histoire avait déjà choisi sa plage favorite. Omaha allait devenir le symbole du courage, du sacrifice et du tournant de la guerre, en Europe occidentale. Des films allaient lui être consacrés. Des livres allaient s'écrire autour d'elle. Des générations entières grandiraient en croyant que le jour J s'était joué et avait presque été perdu sur une seule portion du littoral américain. Pourtant, à seulement 80 kilomètres à l'est, un autre débarquement se déroulait sous un feu tout aussi meurtrier, face à des obstacles tout aussi impitoyables et avec des objectifs tout aussi ambitieux. C'était Juno Beach, assigné à la 3e division d'infanterie canadienne. Juno n'était ni la plus grande zone de débarquement du jour J, ni la plus lourdement fortifiée, mais elle comptait parmi les plus complexes. Les défenses allemandes y étaient denses, bien réglées et intactes. Des villages côtiers étaient construits directement sur le rivage, transformant les rues en couloirs de mort. Des points d'appui avaient survécu aux bombardements préliminaires. La mer était mauvaise. Les péniches de débarquement furent retardées. L'infanterie arriva sans soutien, blindée. Au moment où les troupes canadiennes touchèrent le sable, beaucoup étaient déjà en retard et sous un feu allemand intense. Les premières vagues payèrent un lourd tribut. Les pertes augmentèrent rapidement, tandis que les soldats traversaient des plages découvertes jonchées d'obstacles et de mines. Pourtant, contrairement à Omaha, où l'élan fut brisé pendant des heures, les unités canadiennes s'adaptèrent avec rapidité
et discipline. De petits groupes progressèrent vers l'intérieur, contournant les points forts, au lieu d'attendre des conditions idéales. Les sapeurs dégagèrent dès les sorties sous le feu. Les blindés suivirent dès que des brèches furent ouvertes. En milieu de matinée, la situation avait basculé. Dans l'après-midi, les troupes canadiennes avaient percé les défenses côtières et avançaient à l'intérieur des terres, au-delà de leurs objectifs assignés. À la tombée de la nuit, des éléments de la division canadienne avaient progressé plus loin à l'intérieur que toute autre force alliée le jour J. Ce n'était pas un succès marginal. C'était l'un des débarquements les plus efficaces de l'invasion. Pourtant, le récit du jour J se figea en légende, et Juno s'effaça à l'arrière-plan. Pourquoi? Une partie de la réponse tient à la perception. Le quasi-désastre d'Omaha s'inscrivait parfaitement dans un arc dramatique de sacrifice et de rédemption. Le succès de Juno, en comparaison, paraissait presque routinier, bien qu'il ne l'ait absolument pas été. L'histoire a l'habitude de confondre l'efficacité avec la facilité. Il y avait aussi un facteur structurel. Juno Beach se situait dans le secteur anglo-canadien, souvent simplifié sur les cartes et dans les récits, comme britannique. Lorsque l'histoire fut racontée, à nouveau les distinctions nationales s'estompèrent. Les actions canadiennes devinrent des actions britanniques par défaut, non par malveillance, mais par raccourci. Puis, il y eut la question du timing. Les moments les plus décisifs à Juno étaient déjà passés. La tête de pont avait été sécurisée. Les combats s'étaient déplacés vers l'intérieur des terres. Il n'y avait pas d'image iconique unique pour ancrer la mémoire collective. Pas d'assaut de falaise, pas de dernier carré figé dans le temps. Le Canada n'a pas donné à l'histoire l'image qu'elle voulait. Il lui a donné le résultat dont elle avait besoin. Les conséquences de cette différence allaient résonner pendant des décennies. Dans les salles de classe, le jour J devint Omaha, assorti de notes de bas de page. Dans les documentaires, Juno se réduisit à un paragraphe. Dans la mémoire populaire, le rôle du Canada fut soigneusement plié dans la formule « Des forces britanniques ont débarqué à proximité ». Les soldats qui y avaient combattu se souvenaient de toute autre chose. Ils se souvenaient de la confusion et de la fumée du nettoyage préventif des maisons, pièce par pièce. Ils se souvenaient d'avoir progressé vers l'intérieur, alors que des tirs retentissaient encore derrière eux. Ils se souvenaient avoir atteint leurs objectifs, puis d'avoir reçu l'ordre de continuer. Juno n'a pas été oubliée parce qu'elle a échoué, elle a été oubliée parce qu'elle a fonctionné, et à bien des égards, cela allait devenir le schéma de la guerre du Canada. Pendant que d'autres combattaient les moments que l'histoire célébrerait plus tard, le Canada combattait les moments que l'histoire résumerait. Ces soldats ont débarqué, se sont adaptés, ont avancé, et ont tenu souvent sans le spectacle qui attire les caméras et la mémoire. Après le jour J, la guerre ne s'est pas terminée sur les plages. Elle n'y a fait que commencer. Et pour le Canada, les combats les plus durs restaient à venir. Loin du sable, loin des gros titres et loin du récit, dont la plupart des gens se souviendraient plus tard. Pour comprendre comment le mérite du Canada a continué de s'éroder après le 6 juin, il faut suivre la guerre, au-delà de sa scène d'ouverture dans les longues batailles d'usure qui ont suivi une fois les caméras parties. Juin à août 1944, le monde se souvient de la Normandie comme d'un seul jour, le 6 juin 1944, des péniches de débarquement des explosions des drapeaux plantés dans le sable. C'est l'instant figé dans la mémoire rejouée dans les documentaires et les films, comme si le sort de l'Europe occidentale
avait été décidé avant la tombée de la nuit. Mais pour les soldats qui y ont débarqué le jour J, n'était que le premier acte. Lorsque les caméras se sont retirées et que les gros titres sont passés à autre chose, la Normandie est devenue quelque chose de totalement différent. Une guerre d'usure, méthodique, profondément personnelle, menée champ après champ, village après village. Et dans cette phase longue et éprouvante, on demanda au Canada de faire ce qu'on lui demanderait encore et encore tout au long de la guerre, tenir avancé, absorber les pertes et continuer. À mesure que les forces alliées progressaient à l'intérieur des terres depuis les plages, le secteur canadien se trouvait dans certains des terrains les plus difficiles de Normandie. Les haies épaisses limitaient les mouvements. Les lignes défensives allemandes étaient étagées, expérimentées et profondément retranchées. Les contre-attaques survenaient la nuit souvent, sans avertissement. Les progrès se mesuraient en centaines de mètres, pas en kilomètres. Ce n'était pas un type de combat produisant des percées spectaculaires. Il produisait de l'attrition. Les divisions canadiennes se retrouvèrent face à certaines des formations allemandes les plus compétentes, encore présentes sur le terrain, y compris des unités blindées et des unités SS chargées de contenir l'avancée alliée. Le résultat fut une série d'engagements brutaux, souvent négligés, où le terrain était conquis à un coût énorme. Les combats autour de lieux comme Caen devinrent emblématiques de cette lutte. Prévue comme une prise rapide, la ville devint, au contraire, un symbole de retard et de destruction. Pendant des semaines, les forces canadiennes et britanniques absorbèrent des contre-attaques allemandes répétées, clouant sur place des unités ennemies qui auraient autrement pu être lancées contre les forces américaines à l'ouest. D'un point de vue stratégique, cela comptait énormément. Chaque char allemand immobilisé dans le secteur canadien était un char qui n'attaquait pas ailleurs. Chaque jour où les Allemands étaient fixés sur place était un jour de plus pendant lequel la tête de pont alliée se renforçait. Mais ce type de succès n'a rien d'héroïque sur une carte. Il ressemble à de la stagnation. L'usure gagne rarement les éloges. Au fil des semaines, la Normandie se transforma en une guerre d'épuisement. Les unités canadiennes l'attaquèrent à travers des champs ouverts, sous le feu de l'artillerie. Elles nettoyèrent des villages qui changèrent de main à plusieurs reprises. Elles avancèrent de nuit, s'enterrèrent à l'aube et se préparèrent à être frappées de nouveau. Les pertes s'accumulèrent. Lorsque la percée alliée survint enfin, les forces canadiennes avaient subi de lourdes pertes pour un terrain qui semblait à peine bouger sur la carte. Dans les récits populaires, cela fut souvent présenté comme une progression lente ou pire, comme un échec. Ce qui manquait, c'était le sens. Le rôle du Canada en Normandie n'était pas de percer. Il était de tenir la ligne d'attirer la puissance allemande et d'user la résistance jusqu'à ce que l'effondrement devienne inévitable ailleurs. Cette réalité devint encore plus évidente lorsque les combats se déplacèrent vers les batailles d'encerclement qui allèrent clore la campagne de Normandie. Les forces canadiennes poussèrent vers le sud, resserrant l'étau, tandis que les formations allemandes tentaient de s'échapper. C'était un combat chaotique, confus, meurtrier sans éclat, et pourtant décisif. Pourtant, lorsque les Alliés se lancèrent vers l'intérieur de la France, le récit se simplifia une fois de plus. La percée fut célébrée pour toujours. Le travail long et sanglant qu'il avait rendu possible s'effaça silencieusement à l'arrière-plan. L'expérience canadienne en Normandie devint une note de bas de page entre le jour J et la victoire, malgré des semaines de combats soutenus qui façonnèrent l'issue de la campagne. Il n'y a eu pas de défilé pour les actions de fixation
pas de monument. À l'attrition, pas de photographie célèbre de soldats avançant de 10 mètres sous le feu. Mais sans ces semaines, sans le Canada absorbant la pression au moment où cela comptait le plus, l'histoire de la Normandie aurait connu une issue bien différente. L'histoire a tendance à récompenser le moment du mouvement. Elle oublie le coût de l'immobilité. Et en Normandie, une fois les caméras parties, le Canada tint sa position suffisamment longtemps et avec suffisamment de ténacité pour permettre à la guerre d'avancer. Le chapitre suivant de la guerre du Canada serait encore moins visible et encore plus décisif, car si les combats en Normandie furent durs, la bataille qui allait véritablement nourrir l'avancée alliée était sur le point de commencer dans des champs inondés, sous des ciels gris, loin de toute plage, et dont presque personne ne se souviendrait du nom. De septembre à novembre 1944, les Alliés capturèrent Anvers, l'un des plus grands ports d'Europe, presque intact. Sur le papier, cela ressemblait à un triomphe, à un miracle logistique, à la solution à la crise d'approvisionnement alliée en Europe occidentale. En réalité, Anvers était inutile. Les forces allemandes contrôlaient toujours l'estuaire de l'Escaut, la voie d'eau étroite et sinueuse qui reliait le port à la mer du Nord. Tant que les Allemands tenaient ces rives, aucun navire allié ne pouvait atteindre Anvers. Le port existait, mais il était hermétiquement fermé. Ce qui suivit fut l'une des batailles les plus vitales sur le plan stratégique et les moins mémorisées de toute la guerre. La tâche d'ouvrir l'Escaut incomba principalement à la première armée canadienne. Ce n'était pas une mission glorieuse. Elle impliquait de combattre dans des basses terres inondées, sur des digues étroites et dans des champs boueux sous un feu d'artillerie constant. Le terrain favorisait entièrement le défenseur. Les unités allemandes avaient eu des mois pour préparer leur position. Les routes étaient rares, les abris quasi inexistants, les voies de retraite mortelles. C'était une bataille conçue pour punir quiconque la livrerait, et le Canada la livra quand même. Dès le début, la campagne de l'Escaut fut lente et brutale. Les troupes canadiennes avancèrent le long de digues surélevées, qui transformaient les soldats en silhouettes découpées sur le ciel, des cibles idéales pour les mitrailleuses et les mortiers. Les champs furent délibérément inondés, forçant les hommes à progresser, en pataugeant sous le feu. Le nettoyage d'un seul village pouvait prendre des jours et coûter des dizaines de vies. Il n'y eut ni percée spectaculaire, ni manœuvre d'envergure, seulement une progression lente et implacable, payée mètre après mètre au prix le plus élevé. Les opérations se déroulèrent sur plusieurs fronts d'Hastings, la poche de Breskens, le sud du Beveland et l'île de Walcheren, chacun nécessitant des assauts séparés, souvent amphibies, souvent sous des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises. Les défenseurs allemands combattirent avec acharnement, sachant que tenir l'estuaire signifiait affamer l'avance alliée à l'intérieur des terres. Les pertes augmentèrent. Les unités d'infanterie canadiennes déjà éprouvées par la Normandie furent poussées à leurs limites. Des renforts arrivèrent avec une formation minimale. Le moral était mis à l'épreuve chaque jour par la pluie, le froid et la certitude que cette bataille, aussi cruciale, soit-elle ne serait probablement jamais célébrée. Et pourtant, sur le plan stratégique, rien n'était plus important. Sans Anvers, les lignes de ravitaillement alliées s'étiraient sur des centaines de kilomètres jusqu'à la Normandie. Les camions s'usaient plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Les pénuries de carburant ralentissaient les offensives. Les obus d'artillerie étaient rationnés. L'élan acquis en août s'évaporait. L'Escaut était le goulet d'étranglement. L'ouvrir
permettait à la guerre d'avancer. Échouer signifiait une avancée bloquée indéfiniment. En novembre 1944, après des semaines de combats acharnés, l'emprise allemande sur l'estuaire s'effondra enfin. Les mines furent déminées, les chenaux sécurisés, et Anvers fut ouverte à la navigation alliée. L'effet fut immédiat et transformateur. Les approvisionnements affluèrent, les armées se remirent en mouvement. Le front occidental respira. Pourtant, lorsque la victoire arriva, l'Escaut laissa à peine une trace dans la mémoire populaire. Il n'y eut ni grand titre de victoire, ni dates emblématiques, ni photographies triomphales. La bataille fut justement, mais fatalement qualifiée, de bataille oubliée. Une fois encore, le mérite disparut dans le résultat. L'ironie était profonde. La bataille qui rendit logistiquement possible la victoire alliée fut gagnée sans fanfare. L'armée qui l'avait livrée reçut peu de reconnaissance. Les soldats qui l'avaient endurée retournèrent dans des unités bientôt jetées dans de nouvelles crises, sans repos, sans applaudissements. L'histoire préfère les moments de mouvement. L'Escaut consistait à rendre le mouvement possible. Ce n'était pas spectaculaire, c'était essentiel. Sans l'ouverture de l'Escaut, il n'y a pas d'avancée alliée durable vers l'Allemagne. Tant que l'Escaut reste fermé, Anvers reste inutile. Pourtant, lorsque l'histoire de la guerre est racontée, Anvers est mentionnée si elle l'est sans le coût humain qui l'a rendue accessible. L'estuaire devient une note logistique dépouillée de la lutte humaine qui l'a rendue utilisable. Le Canada n'a pas revendiqué cette victoire bruyamment. L'attention est passée au titre suivant, et une fois encore le mérite s'est dissipé, non parce qu'il avait été volé, mais parce que le travail qu'il avait gagné avait été accompli dans l'ombre. La guerre, cependant, n'était pas terminée. À l'approche de l'hiver, et alors que la résistance allemande se durcissait, le Canada allait être envoyé une fois de plus, dans un rôle que l'histoire met rarement en lumière. Cette fois non pour ouvrir un port, mais pour libérer un pays qui n'oublierait jamais qui était venu quand cela comptait le plus. 1939 à 1945, bien avant que les armées alliées ne débarquent en France, et longtemps après que la dernière tête de pont eût été sécurisée, le Canada combattait déjà et continuerait de livrer la plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale. La bataille de l'Atlantique n'avait ni front unique, ni jour décisif, ni moment clair de victoire. Elle s'étendit sur des milliers de kilomètres d'océan et dura près de 6 ans. Et pendant la majeure partie de ce temps, le Canada en fut le centre. Lorsque la guerre éclata en 1939, la marine canadienne était petite et inexpérimentée. Ses navires étaient peu nombreux, ses équipages étaient formés à la hâte. Ses ports étaient calmes. Pourtant, la géographie plaçait le Canada directement sur les routes maritimes vitales reliant l'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne. Il n'y avait pas de choix. Si ces convois échouaient, la Grande-Bretagne mourrait de faim. Si la Grande-Bretagne tombait, la guerre était perdue. Le Canada s'engagea à escorter les navires marchands à travers les eaux les plus dangereuses du monde, jour après jour, nuit après nuit, face aux sous-marins allemands qui chassaient silencieusement sous les vagues. Ce n'était pas une guerre d'héroïsme, c'était une guerre de terreur routinière. Les convois avançaient lentement, vulnérables et prévisibles. Les escorteurs luttaient contre l'épuisement autant que contre l'ennemi. Des semaines en mer se fondaient, les unes dans les autres dans l'obscurité glaciale et un état d'alerte permanent. Lorsqu'un navire était torpillé, il y avait souvent peu de temps pour sauver des survivants, avant que le convoi ne soit contraint de poursuivre sa route. Pour les marins canadiens, cela devint la norme. Les responsabilités du Canada s'accrurent.
De nouveaux groupes d'escorte furent constitués. Les ports s'agrandirent. Les chantiers navals travaillèrent de jour et nuit. La marine canadienne se transforma à un rythme stupéfiant, non par quête de gloire, mais par nécessité. Au milieu des années de guerre, les escorteurs canadiens protégeaient de vastes étendues de l'Atlantique, y compris certaines de ses zones les plus dangereuses. Ils affrontaient des tactiques allemandes améliorées, des attaques en meute et des désavantages technologiques qui demandèrent du temps pour être surmontés. Les pertes furent lourdes. Des navires furent coulés, des équipages disparurent, des convois entiers sombrèrent dans l'océan sans jamais faire les gros titres. Et pourtant, le Canada resta. Lentement, douloureusement, l'équilibre commença à basculer. De nouvelles technologies améliorèrent la détection. La coordination se resserra. La couverture aérienne s'étendit. Les équipages canadiens acquirent une expérience durement gagnée. Ce qui avait été autrefois une lutte désespérée devint un effort discipliné et implacable pour refuser aux sous-marins allemands toute liberté d'action. À la fin de la guerre, le Canada possédait l'une des plus grandes marines du monde, non par ambition, mais par attrition et par endurance. Ces marins avaient escorté d'innombrables convois à travers l'Atlantique, livrant la nourriture, le carburant, les troupes et l'équipement qui rendaient possibles toutes les opérations alliées. Et pourtant, lorsque l'on se souvient de la bataille de l'Atlantique, les projecteurs se tournent généralement ailleurs, vers la Royal Navy forte de sa longue tradition et de sa réputation mondiale, ou vers la marine des États-Unis, soutenue par une puissance industrielle immense. Le Canada n'est souvent mentionné qu'en passant lorsqu'il l'est. Une partie de cela est naturelle. La Grande-Bretagne et les États-Unis commandèrent les plus grandes flottes et dominaient les récits de l'après-guerre. Mais une autre partie tient à la nature même de la contribution canadienne. Le Canada n'a pas gagné l'Atlantique lors d'un affrontement spectaculaire unique. Il l'a gagné en étant présent chaque jour pendant 6 ans. Il n'y eut pas de débarquements triomphaux, pas de parade, en mer pas de bataille, unique à nommer et à célébrer seulement des milliers de traversées arrivées à bon port parce que quelqu'un était là pour les protéger. La bataille de l'Atlantique ne s'est pas achevée par une photographie. Elle s'est terminée lorsque les U-bootés allemands ne purent plus opérer efficacement. À ce moment-là, la guerre terrestre avait déjà avancé. L'attention se déplaça vers la libération, vers la victoire, vers la fin. Les marins canadiens rentrèrent au port en silence. La bataille avait été menée au-delà de l'horizon, hors de vue, puis peu à peu, hors de la mémoire. Pourtant, sans cet effort quotidien et implacable, il n'y aurait pas eu d'armée pour débarquer en Normandie, pas de ravitaillement pour progresser à travers la France, pas d'élan pour porter les Alliés jusqu'en Allemagne. L'Atlantique fut la guerre sous la guerre, et le Canada la livrait chaque jour, alors que la libération s'accélérait en 1944 et 1945, le rôle du Canada allait enfin apparaître pleinement, non plus en mer mais sur terre, là où une nation entière se souviendrait de ce que le reste du monde allait bientôt oublier. En décembre 1943 et au début de 1944, lorsque les dirigeants alliés ouvrirent un nouveau front en Italie, celui-ci fut présenté comme un moyen d'affaiblir l'Allemagne, de détourner des divisions et de faire pression sur les forces de l'Axe par le sud. Ce qu'il devint en réalité fut une campagne lente et éprouvante, menée à travers des montagnes, des rivières et des villes anciennes, loin de l'attention du monde. Pour le Canada, l'Italie allait devenir l'un des terrains d'épreuve les plus brutaux de la guerre. Les unités canadiennes furent engagées le long de la côte adriatique, avançant vers le nord, à travers un terrain qui favorisait le défenseur à chaque étape. Les routes étaient étroites,
Les collines dominaient chaque approche. Les pluies hivernales transformaient le sol en boue. Les forces allemandes, expérimentées et bien positionnées, transformèrent Bent villages et villes en forteresses superposées. Puis vint Ortona. Perchée sur l'Adriatique, Ortona aurait dû n'être qu'un objectif parmi d'autres. Elle devint au contraire l'une des batailles urbaines les plus sauvages, livrées par les forces alliées durant la guerre. Les rues médiévales étroites, les bâtiments de pierre et les décombres fortifiés transformaient chaque angle en embuscade. L'infanterie canadienne entra dans un cauchemar. Les parachutistes allemands, hautement entraînés et déterminés, défendirent Ortona avec habileté et ténacité. Des mitrailleuses étaient dissimulées derrière des murs épais. Des tireurs embusqués dominaient les carrefours. Des pièges explosifs faisaient s'effondrer les bâtiments. Les progrès se mesuraient en pièces, non en rues. Contraints de s'adapter, les soldats canadiens développèrent une méthode brutale de combat urbain, progressant à travers les bâtiments, plutôt que le long des rues, ouvrant des brèches dans les murs à l'explosif et avançant de pièce en pièce sous une menace constante. C'était désespéré, épuisant et meurtrier. Ils appelèrent cela le « mouse hauling ». Les combats furent si intenses et si destructeurs qu'Ortona gagna un surnom sinistre parmi les troupes alliées, le Petit Stalingrad. Pendant des semaines, les unités canadiennes combattirent à courte distance, là où l'artillerie et les blindés étaient presque inutiles. Les pertes ne cessèrent de s'accumuler. Les compagnies furent réduites à des poignées d'hommes. La victoire ne vint pas par la manœuvre, mais par la persévérance. Ortona finit par tomber. Elle ne fut pas célébrée. Il n'y eut aucune annonce grandiose, aucun moment de triomphe cinématographique, seulement des soldats épuisés se dirigeant vers l'objectif suivant. La campagne d'Italie, dans son ensemble, subit le même sort dans la mémoire historique. Éclipsée par la Normandie et la poussée vers l'Europe du Nord-Ouest, elle fut souvent reléguée au rang de diversion de front secondaire, à l'importance secondaire. Mais pour les hommes qui s'y battirent, tel ne l'était en rien. Les divisions allemandes immobilisées en Italie étaient autant de divisions qui ne combattaient pas ailleurs. Chaque rivière franchie, chaque ville prise entamait un peu plus la force allemande. Et le Canada joua un rôle central dans cette avance lente et écrasante le long de l'Adriatique. Pourtant, dans les récits d'après-guerre, l'Italie s'intègre rarement de manière claire dans l'histoire de la victoire. Elle est ambiguë, elle fut lente, elle fut coûteuse, et elle ne mit pas fin à la guerre. Le succès du Canada y manquait de spectacle, il manquait d'une image fondatrice, et ainsi une fois encore, le mérite se dissipa, non parce que les combats étaient insignifiants, mais parce qu'ils étaient difficiles à se rappeler. Ortona ne ressemblait pas à une libération, elle ressemblait à une destruction. Le Canada quitta l'Italie avec des cicatrices physiques et psychologiques que peu de personnes, en dehors de leurs unités, comprenaient pleinement. Leur combat était réel, leur sacrifice immense, leur accomplissement incontestable. Lorsque l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est racontée, l'Italie est souvent réduite à une phrase « Ortona », à une note de bas de page. Le Canada avait livré l'une des batailles urbaines les plus féroces de la guerre, et l'histoire s'arrêta à peine pour le reconnaître. Puis l'Italie s'effaça du champ de vision. Un autre chapitre de la guerre du Canada était sur le point de s'ouvrir, un chapitre qui placerait, enfin, les soldats canadiens face à des civils qui se souviendraient d'eux, non comme de notes de bas de page, mais comme de sauveurs. Dans les plaines du nord-ouest de l'Europe, le Canada allait libérer une nation qui n'oublierait jamais son nom. À l'hiver 1944, une grande partie de l'Europe occidentale avait été libérée,
mais les Pays-Bas restaient prisonniers. L'occupation allemande se resserrait au lieu de s'affaiblir. Les réseaux de transport étaient détruits, les approvisionnements alimentaires coupés. Alors que les lignes alliées s'enlisaient et que la guerre entrait dans ses derniers mois, le peuple néerlandais faisait face à l'un des chapitres les plus sombres du conflit, l'hiver de la faim. Dans ce paysage gelé arriva la première armée canadienne. Après les combats brutaux de Normandie et de l'Escaut, les forces canadiennes avancèrent vers le nord et l'est, chargées de nettoyer les positions allemandes et de rouvrir les artères d'un pays au bord de la famine. Ce ne fut pas une libération rapide. Elle fut méthodique, dangereuse et façonnée par un effort constant pour protéger les civils. Même alors que les combats se poursuivaient, les soldats canadiens progressaient à travers des champs inondés, des routes minées et des villes en ruine, tandis que les unités allemandes, acculées et désespérées, menaient de tenaces actions d'arrière-garde. Des ponts furent détruits, les canaux devinrent des barrières, les progrès furent lents. Mais contrairement à de nombreuses autres campagnes, les populations qui attendaient derrière les lignes de front n'étaient pas invisibles. Elles observaient la libération de leurs villes et de leurs villages. Des civils néerlandais apparurent faibles, mal nourris, mais vivants. Ils accueillirent les troupes canadiennes, non comme des conquérants, mais comme des libérateurs. La nourriture fut partagée. Des histoires furent échangées. Des liens se formèrent presque instantanément. Pour les Néerlandais, il ne s'agissait pas d'une victoire alliée abstraite. Il s'agissait de survie. Lorsque la position allemande s'effondra, au printemps 1945, les forces canadiennes acceptèrent la reddition des troupes allemandes sur de vastes portions des Pays-Bas. Les combats cédèrent la place aux opérations de secours. La nourriture fut distribuée. Les infrastructures furent restaurées. L'ordre revint. Puis vinrent les largages aériens. Dans les dernières semaines de la guerre, des avions alliés menèrent des missions humanitaires pour livrer de la nourriture aux villes néerlandaises, affamées, des missions rendues possibles par les conditions au sol sécurisées, en grande partie grâce aux avancées canadiennes. Pour les civils qui avaient enduré des mois de faim, ces moments devinrent inoubliables. Lorsque la guerre prit fin en mai 1945, le rôle du Canada aux Pays-Bas était indéniable pour ceux qui l'avaient vécu. Et contrairement à d'autres endroits, les Néerlandais n'ont jamais laissé ce souvenir s'estomper. Des décennies plus tard, les soldats canadiens sont encore rappelés par leur nom dans les villes néerlandaises. Des rues portent leur nom. Les tombes sont entretenues avec un soin méticuleux. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent pour honorer les morts canadiens dans des cimetières impeccablement entretenus. Le lien ne s'est pas dissous avec le temps. Des enfants continuent d'adopter des tombes canadiennes, apprenant l'histoire de soldats qui ne sont jamais rentrés chez eux. Les vétérans canadiens sont accueillis comme des membres de la famille. Les commémorations ne sont pas marquées comme de simples obligations historiques, mais comme des actes de gratitude. Aux Pays-Bas, le Canada ne s'est pas fondu dans l'expression « les Alliés ». Le Canada a été vu. Cela contraste fortement avec la manière dont le reste du monde se souvient de la guerre. Dans les manuels scolaires, la libération est souvent généralisée. Les nations se confondent. Les contributions spécifiques se dissolvent dans une victoire collective. Mais la mémoire est différente lorsque la libération est personnelle, lorsqu'elle signifie la nourriture, la chaleur et la liberté après des années de peur. Pour les Néerlandais, la guerre du Canada n'était pas théorique. Elle se déroulait à pied, en uniforme, et les Canadiens restaient jusqu'à ce que le travail soit accompli. L'histoire a peut-être négligé le rôle du Canada ailleurs. Les Pays-Bas
eux ne l'ont jamais oublié. À mesure que le monde avançait et que la guerre froide remodelait les récits globaux, le Canada glissa une fois de plus, discrètement hors des projecteurs. Mais dans un pays, le souvenir devint une tradition. Et tandis que les derniers chapitres de la guerre approchaient, le Canada allait affronter une dernière épreuve souvent oubliée, survenue non pas à la fin de la victoire, mais au tout début de la guerre, une bataille livrée, loin de l'Europe, avant que le monde ne soit prêt à y prêter attention. Décembre 1941, avant les plages de Normandie, avant que les convois de l'Atlantique n'atteignent leur apogée et que cet océan ne devienne un pilier central de la guerre, le Canada entra en guerre en Extrême-Orient. À l'automne 1941, alors que les tensions avec le Japon s'intensifiaient, le Canada envoya 2 bataillons d'infanterie, les Royal Rifles of Canada et les Winnipeg Grenadiers, pour renforcer la garnison britannique à Hong Kong. La mission était présentée comme une mesure de dissuasion, non comme une préparation à un combat imminent. Peu de gens croyaient que la guerre était à quelques jours. Les forces japonaises attaquèrent en décembre 1941. L'illusion s'effondra instantanément. Hong Kong était isolé, sous-doté et totalement dépassé. Les troupes canadiennes, dont beaucoup venaient d'achever leur formation et avaient peu d'expérience du combat, furent jetées dans une défense désespérée contre un ennemi aguerri. Dès le début, la bataille fut inégale. Les forces japonaises attaquèrent avec rapidité, coordination et une puissance de feu écrasante. Les défenseurs combattirent avec courage, mais furent progressivement repoussés. Les positions tombèrent, les pertes s'accumulèrent, les communications se désagrégèrent, les approvisionnements s'amenuisèrent. Pour les soldats canadiens, la réalité était implacable. Il n'y aurait ni renfort, ni secours, ni évacuation. Jour après jour, les unités canadiennes tinrent leur position défensive, contre-attaquèrent lorsque c'était possible et absorbèrent des pertes qui anéantirent des compagnies entières. Les combats furent acharnés, souvent au corps à corps, menés dans des conditions laissant peu de place à l'espoir. Le jour de Noël 1941, la garnison se rendit. Pour le Canada, Hong Kong fut le premier grand traumatisme de la guerre. Mais la bataille ne s'acheva pas avec la reddition. Les prisonniers de guerre canadiens furent soumis à une captivité brutale, malnutrition, travail forcé, maladie et mauvais traitements systématiques. Beaucoup ne rentrèrent jamais chez eux. Ceux qui revinrent portèrent des blessures qui durèrent toute une vie. Dans la mémoire d'après-guerre, Hong Kong devint une histoire inconfortable. Elle ne s'intégrait pas au récit de la victoire. Elle ne pouvait être présentée comme une étape vers le triomphe. Et ainsi, elle s'effaça. Dans les histoires mondiales de la guerre du Pacifique, l'attention se concentra sur Pearl Harbor, Midway et les campagnes de saut d'île en île menées par les États-Unis. Hong Kong devint un prélude, un épisode mineur, éclipsé par des batailles bien plus vastes. Le rôle du Canada dans ce combat précoce et lointain disparut presque entièrement. Pourtant, Hong Kong comptait. Elle marqua la volonté du Canada de combattre et de souffrir avant même que la guerre n'ait pleinement révélé son ampleur. Elle démontra un engagement, non un calcul. Et elle fixa le ton des années suivantes. Le Canada irait là, où on le lui demanderait même lorsque les chances seraient faibles et l'issue incertaine. Les hommes qui combattirent à Hong Kong ne gagnèrent pas, mais ils n'échouèrent pas. Ils tinrent dans un combat impossible à gagner, endurèrent une captivité que peu pouvaient survivre et payèrent un prix bien avant que la victoire ne semble possible. Leur sacrifice ne leur valut ni défilé ni monument. Il leur valut le silence. Et dans ce silence,
le premier chapitre canadien de la Seconde Guerre mondiale disparut discrètement de la mémoire populaire. Hong Kong ne fut pas la fin de la guerre du Canada. Ce fut le début, un début écrit dans la perte la résilience, et un engagement que l'histoire ne reconnaîtrait que bien plus tard. Lorsque l'Europe fut libérée et que la victoire arriva enfin, le Canada se retira une fois de plus de la lumière. Commencé dans la défaite, soutenue par l'endurance, et rappelée par ceux qu'elle avait sauvés, sa contribution n'a jamais été aussi modeste que l'histoire l'a parfois laissé croire. Lorsque les armes se turent enfin en 1945, le monde se hâta d'expliquer ce qui venait de se produire. Il réclamait un récit clair, puissant et facile à retenir. Il lui fallait des héros au visage familier des nations, aux voix fortes et des moments susceptibles d'être figés en symboles. Dans cette précipitation, la complexité devint gênante. Le Canada ne correspondait pas à la forme du récit qui suivit. Il n'y eut pas de moment canadien unique mettant fin à la guerre, pas de reddition spectaculaire signée par un général canadien, pas d'image iconique pouvant résumer l'ensemble du conflit. À la place, il y avait quelque chose de plus difficile à condenser. Le Canada combattit partout où l'on eut besoin de lui. Il accomplit le travail qui permettait aux guerres d'avancer plutôt que de s'achever. Il endura les batailles longues qui rendaient possibles les victoires rapides. Alors, le mérite du Canada a-t-il été volé, pas de la manière dont un vol se produit habituellement. Il n'y a pas eu de gomme délibérée, pas de réunion, où la Grande-Bretagne ou les États-Unis auraient décidé de s'approprier les victoires canadiennes. Ce qui s'est produit fut plus discret et bien plus courant dans l'histoire. Le mérite a dérivé vers le pouvoir, vers la visibilité et vers ceux qui contrôlaient la manière dont le récit serait raconté. Pris dans les structures de commandement britanniques, le Canada opéra aux côtés d'une superpuissance américaine ascendante. Il rentra chez lui sans exiger de reconnaissance, et au fil des décennies, son rôle se dissout lentement dans l'étiquette commode des Alliés. Mais oublier ne signifie pas insignifiance. À Juno Beach, le Canada avança plus loin que quiconque ne l'avait prévu. En Normandie, il tint la ligne lorsque l'élan se brisa. Sur l'Escaut, il ouvrit le port qui alimenta la victoire. À travers l'Atlantique, il protégea la ligne de vie d'un continent. En Italie, il livra l'une des batailles urbaines les plus féroces de la guerre. Aux Pays-Bas, il libéra une nation qui se souvient encore. À Hong Kong, il paya le prix de l'engagement avant même que la guerre ne soit pleinement comprise. Ce ne sont pas des notes de bas de page, ce sont des fondations. L'histoire se souvient souvent de ceux qui parlent le plus fort, avancent le plus vite ou arrivant à la fin. Elle oublie ceux qui endurent, s'adaptent et tiennent lorsque personne ne regarde. Le Canada n'a jamais été absent de la Seconde Guerre mondiale. Il se tenait en arrière-plan, portant plus de poids que le récit ne l'a jamais reconnu. La reconnaissance ne change pas le passé, mais elle change la manière dont nous le comprenons. Et une fois que le rôle du Canada est vu clairement, la question n'est plus de savoir si ses accomplissements ont été volés, mais pourquoi il a fallu si longtemps au monde pour s'en souvenir.